Maman a dit, Tyler et Kayla emménagent chez toi le mois prochain. J'ai répondu, trop tard, je déménage à 300 miles d'ici demain. Ils sont arrivés devant des panneaux vendus et des pièces vides. Ma famille a essayé de céder ma maison à mon frère chouchou et à sa femme enceinte sans même me le demander. Alors, je l'ai vendue sous leur nez et j'ai déménagé à Chicago. Ce qui a suivi a été un effondrement familial complet que je savoure encore des mois plus tard. C'est long et désordonné, alors prenez des snacks. Je suis Brianna, 29 ans, femme, et j'ai passé toute ma vie à être l'option de secours dont personne ne se souciait vraiment. Mon frère aîné, Tyler, 32 ans, homme, a toujours été l'étoile brillante, tandis que j'étais juste là. La personne fiable sur laquelle il pouvait compter, mais qu'il ne valorisait jamais vraiment. La réflexion après coup, le filet de sécurité, celle qui irait toujours bien quoi qu'il arrive. Mais un jeudi soir d'octobre, j'ai finalement cessé d'être la pensée après coup de qui que ce soit. Et honnêtement, c'était incroyable. Avec le recul, je peux identifier le moment exact où quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas quand j'ai entendu mes parents dire à papy que Tyler devrait recevoir la majeure partie de l'héritage parce qu'il avait besoin de stabilité financière, tandis que je m'en sortirais toujours d'une manière ou d'une autre. Comme si ma capacité à gérer la vie était en quelque sorte un défaut de caractère qui signifiait que je méritais moins de soutien. Ce n'était pas quand ils ont manqué ma cérémonie de remise de diplôme universitaire, quelque chose pour lequel j'avais travaillé 4 ans, pour conduire à 2 États de distance et regarder le tournoi de softball amateur de Tyler, un tournoi que son équipe a perdu au premier tour, d'ailleurs. Ils ne se sont même pas excusés, ont juste dit que Tyler avait vraiment besoin de leur soutien ce jour-là, et que je comprendrais quand je serais plus âgé. J'avais 22 ans. Ce n'était même pas quand ils m'ont pris $5000, de l'argent que j'avais économisé pendant des mois en faisant des heures supplémentaires et en sautant des repas, pour sortir Tyler et sa femme Kayla de leur 3e désastre financier en seulement 2 ans. Ces $5000 étaient censés être mon fonds d'urgence, le tampon qui me permettait de dormir la nuit en sachant que je pouvais faire face aux dépenses imprévues. Parti en un après-midi parce que Tyler prenait de terribles décisions et que mes parents s'attendaient à ce que je les arrange. Non. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est la façon dont il prenait des décisions qui changeaient ma vie, sans même prendre la peine de me consulter. Comme si j'étais juste une ressource qu'il pouvait déployer comme il voulait. Comme si mes pensées, mes sentiments et mes plans étaient complètement sans importance pour leurs calculs. Grandir dans l'ombre de Tyler n'était pas seulement ma normalité, c'était toute mon identité d'enfant. Je me souviens d'avoir eu 8 ans quand Tyler a eu une toute nouvelle PlayStation pour son anniversaire. Un système haut de gamme, 3 manettes, des dizaines de jeux. Quand mon anniversaire est arrivé 3 mois plus tard, j'ai hérité de son ancienne console portable avec des boutons collants et un écran clignotant. Maman a agi comme si elle me faisait une faveur. Quand Tyler a rejoint l'équipe de basket du collège, mes parents ont immédiatement réorganisé leurs horaires de travail pour assister à chaque match, tous les mardis et jeudis soirs, plus les tournois du week-end. Papa quittait le travail plus tôt. Maman échangeait ses quarts de travail. Il s'asseyait dans les gradins, l'encourageant, alors que Tyler restait surtout sur le banc. Il n'était même pas titulaire, juste un joueur médiocre qui entrait occasionnellement en jeu au 4e quart-temps, quand l'issue était déjà décidée. Mais ils n'ont jamais manqué un match, pas une seule fois. Pendant ce temps, j'obtenais des notes parfaites, figurais sur le tableau d'honneur 4 années de suite et participais à des tournois de débat au niveau de l'État. Mes certificats restaient sur le réfrigérateur pendant peut-être 3 jours avant que maman ne les remplace par la dernière note à peine passable de Tyler. Comme si un C- en anglais méritait plus de célébration que mes réussites académiques. Tyler a besoin d'encouragement supplémentaire, expliquait maman chaque fois que je demandais pourquoi il ne pouvait pas assister à mes compétitions de débat. Tu es si indépendante, Brianna. Tu as toujours été notre petit adulte. Tu n'as pas besoin de nous de la même manière que lui. Petit adulte. J'ai entendu cette phrase tant de fois en grandissant, elle aurait aussi bien pu être mon 2e prénom. Petit adulte n'était que du code pour « nous n'avons pas besoin de faire attention à toi parce que tu ne nous causes pas de problème ». Le favoritisme s'est aggravé à mesure que nous vieillissions. Tyler a abandonné l'université après 3 semestres, entièrement financé par mes parents. Pendant ce temps, je travaillais 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité, j'ai remporté des bourses et j'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,7. Ma récompense ? Un texto disant « Félicitations » et une carte cadeau Target de $50. Pas de fête,
pas de dîner de célébration, rien. La fête de remise de diplôme de Tyler au lycée ou pas même à l'université avait été un barbecue géant dans le jardin avec 75 personnes, un traiteur et un gâteau personnalisé pour une moyenne de 2,3. L'injustice me brûlait, mais je continuais d'avancer. Je me disais que si je me prouvais juste assez, travaillais assez dur, accomplissais assez, ils finiraient par me voir. Finiraient par reconnaître que je méritais aussi leur attention. J'avais tort. À 27 ans, j'avais économisé assez pour acheter une maison modeste de 3 chambres. Rien d'extravagant, mais c'était la mienne. Chaque paiement d'hypothèque, chaque réparation, chaque meuble, je m'en occupais seul. Je me souviens encore d'avoir signé les papiers de clôture, ma main tremblant alors que j'écrivais mon nom. L'agent immobilier m'a félicité d'avoir acheté une propriété seule à mon âge. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison, j'ai traversé les pièces vides et j'ai pleuré. Des larmes de joie. Des larmes de fierté. J'y étais vraiment arrivé. Tyler et Kayla, quant à eux, ne cessaient de s'engluer dans une série de catastrophes. Tyler traitait l'emploi comme un passe-temps saisonnier. Enthousiaste pendant les premières semaines, puis de plus en plus évasif jusqu'à ce qu'il démissionne ou se fasse virer. Il avait eu 7 emplois en 5 ans. Vente au détail, travail en entrepôt, chauffeur-livreur, centre d'appel, service client. Il n'a jamais tenu plus de 4 mois nulle part. Son schéma était toujours le même. Commencer avec de grands projets et des déclarations sur la façon dont ce travail était différent, comment il allait vraiment s'appliquer cette fois-ci. En un mois, il se plaindrait de son patron déraisonnable ou de ses collègues dramatiques. Au 3e mois, il commencerait à s'absenter fréquemment pour maladie. Au 4e mois, il serait de nouveau au chômage, avec une histoire sur la façon dont le travail n'était pas une bonne adéquation culturelle. Kayla n'arrangeait pas les choses. Elle avait ce problème de dépenses compulsives qui aggravait exponentiellement leur situation financière. Des sacs à main de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre, des repas au restaurant 3 fois par semaine, une BMW louée qui coûtait plus cher par mois que le loyer de la plupart des gens. Elle dépensait son salaire avant même qu'il ne soit versé, puis feignait la surprise quand le compte était à découvert. Ensemble, ils étaient un désastre financier en mouvement constant. L'incident de la crypto-monnaie fut le summum du génie de Tyler. Il était devenu obsédé par la monnaie numérique après avoir regardé des vidéos YouTube d'influenceurs qui conduisaient des Lamborghini loués et parlaient de richesse générationnelle. Tyler était convaincu d'avoir découvert le secret pour devenir riche rapidement. Il a emprunté $10 000 à nos parents, qui ne pouvaient vraiment pas se permettre de prêter une telle somme, et a tout investi dans une obscure monnaie censée exploser. Il avait tout un tableau montrant comment son investissement décuplerait en 6 mois. La monnaie s'est effondrée en 3 semaines, perdant 90% de sa valeur du jour au lendemain lorsque les créateurs ont fait un rug pull et ont disparu avec l'argent de tout le monde. Les $10 000 de Tyler sont devenus environ $800 en jetons numériques pratiquement sans valeur. A-t-il appris quelque chose de tout cela? Absolument pas. Mes parents continuaient de le tirer d'affaire. Tous les quelques mois, il y avait une nouvelle crise. Le loyer était en retard. La voiture était sur le point d'être saisie. Les cartes de crédit étaient au maximum. Les services publics allaient être coupés. Et mes parents, bien que fermement de la classe moyenne avec des économies de retraite limitées, trouvaient toujours l'argent. Quand leurs propres fonds se sont épuisés à force de constamment secourir Tyler, devinez vers qui ils se sont tournés. Juste un petit prêt, disait papa, en m'appelant au travail. Sa voix avait ce ton prudent et mesuré, comme s'il essayait de désamorcer une prise d'otage. Tyler est dans une situation vraiment difficile en ce moment. Il a 7 entretiens d'embauche en ligne de mire, mais ils ont besoin de passer ce mois-ci d'abord. Ces petits prêts s'accumulaient à une vitesse terrifiante. $500 ici quand leur loyer était insuffisant. $1 200 quand la voiture de Kayla avait besoin de réparation d'urgence. $800 quand le téléphone de Tyler a été coupé et qu'il en avait besoin pour ses candidatures. $3000 quand ils étaient sur le point d'être expulsés et n'avaient nulle part ailleurs où aller. En 5 ans, j'ai donné $15 000 à mon frère. $15 000 que j'avais gagnés par un vrai travail, que j'avais économisé en faisant des sacrifices, qui étaient censés construire mon avenir. Parti pour subventionner l'incapacité de Tyler à devenir adulte. Je savais que cet argent ne reviendrait jamais. Je tenais des registres méticuleux de toute façon. Un tableau avec chaque montant de prêt,
la date et leur promesse de me rembourser dès que les choses se stabiliseraient. Les choses ne se sont jamais stabilisées. Tyler n'a jamais remboursé un sou. Ma famille élargie a commencé à remarquer la dynamique lors des réunions. Les barbecues familiaux sont devenus des expériences sociales inconfortables où les gens faisaient des commentaires passifs-agressifs sur ma générosité. Ma tante Beverly sirotait son thé glacé et disait des choses comme « C'est tellement merveilleux de ta part de soutenir le parcours de ton frère. Tout le monde ne serait pas aussi généreux. » La façon dont elle insistait sur « généreux » laissait entendre qu'elle savait que j'étais exploité. Mon oncle riche était moins subtil. À Thanksgiving, il faisait des commentaires bruyants à portée de voix de Tyler. Ça doit être agréable d'avoir une sœur riche qui te tire d'affaire chaque fois que tu te visses. Certains d'entre nous ont dû se débrouiller seuls sans filet de sécurité. Tyler se contentait de sourire et de hausser les épaules, complètement indifférent à la critique. Pourquoi s'en soucierait-il? Tant que l'argent continuait de couler, il n'avait aucune raison de changer. Malgré le fait de savoir que j'étais utilisé, je continuais à me présenter aux événements familiaux, aux dimanches, aux vacances, aux dîners de semaine impromptus, quand maman appelait en disant « Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu », même si j'y étais allé la semaine précédente. J'arrivais épuisé après avoir enchaîné un quart de travail de 10 heures, encore dans mes vêtements de travail parce que je n'avais pas eu le temps de me changer, seulement pour trouver Tyler et Kayla déjà là. Ils étaient affalés sur les meubles du salon, les pieds posés sur la table basse que maman me disait toujours de ne pas toucher, mangeant des restes de plats à emporter que j'avais apportés lors d'un précédent dîner. Tyler me saluait à peine, peut-être un demi-salut sans détourner le regard de ce qui passait à la télé. Kayla levait les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour me demander si je pouvais garder leur chien le week-end prochain parce qu'ils avaient des projets. Pas un bonjour, pas un comment vas-tu, juste une demande immédiate de faveur. Et je disais généralement oui, parce que c'est ce que je faisais, la personne fiable, celle qui aidait sans se plaindre. Puis vint le dîner qui changea tout. C'était un jeudi soir d'octobre. Exceptionnellement doux pour cette période de l'année. Je venais de boucler un projet énorme au travail. 3 mois d'analyse de protocole de conformité pour une fusion qui avait finalement été approuvée. Mon équipe avait fêté ça avec un gâteau dans la salle de conférence cet après-midi-là, et mon patron avait laissé entendre qu'une promotion était en préparation. J'aurais dû être épuisée et heureuse, prête à rentrer à la maison pour fêter ça avec un bain moussant et de la télé-réalité ringarde. Au lieu de cela, j'avais reçu un texto de maman ce matin-là. Dîner de famille ce soir, 18h30. Ne sois pas en retard. Les points d'exclamation auraient dû me prévenir que quelque chose se tramait. Maman n'utilisait des ponctuations excessives que lorsqu'elle voulait quelque chose. Je me suis garé devant la maison de mes parents vers 18h20, derrière la berline cabossée de Tyler et la BMW louée de Kayla. Cette M3 argentée qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre, mais qu'elle conduisait quand même parce que l'image comptait plus que la stabilité financière dans son monde. Le paiement mensuel de cette voiture était probablement de 1400 $, ce qui était insensé étant donné l'historique d'emploi de Tyler. L'odeur des lasagnes maison de maman m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. Mon plat préféré. Mon plat préféré absolu. Maman ne faisait des lasagnes que pour des occasions spéciales, ou quand elle voulait quelque chose, ce qui signifiait que ce soir-là, cela tombait dans la deuxième catégorie. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là. J'aurais dû simuler une migraine soudaine, ou une urgence au travail. Mais je ne l'ai pas fait, car malgré tout, une partie stupide de moi espérait encore des dîners de famille normaux. Brianna appela maman depuis la cuisine, sa voix anormalement joyeuse. Parfait timing. Nous sommes presque prêts à manger. Tyler et Kayla étaient déjà installés dans le salon, comme s'ils possédaient l'endroit. Tyler avait réquisitionné le fauteuil inclinable de papa, le bon avec la fonction de massage que papa ne laissait jamais personne d'autre utiliser. Kayla était assise sur le canapé, les pieds repliés sous elle, faisant défiler son téléphone et montrant occasionnellement à Tyler quelque chose qui le faisait rire. Ni l'un ni l'autre ne m'ont salué quand je suis entré. Tyler m'a fait un bref signe de tête. Kayla n'a même pas levé les yeux. La table de la salle à manger était dressée pour 4 avec la belle vaisselle de maman, celle qu'elle réservait habituellement pour Noël et Pâques. Serviette en tissu, verre à vin, même si j'étais la seule à boire du vin et que j'avais conduit. Les élégants plats de service qu'elle avait reçus en cadeau de mariage il y a 30 ans. Des drapeaux rouges partout. J'allais tomber dans un piège et je ne m'en rendais pas encore compte.
Le dîner a commencé assez normalement. Papa m'a demandé des nouvelles du travail. Je lui ai donné la version abrégée de la réussite de mon projet, le regardant s'éteindre alors que j'expliquais les protocoles de conformité. Il avait toujours été plus intéressé par les histoires de Tyler, qui avaient tendance à être dramatiques et divertissantes plutôt que professionnellement techniques. Tyler a dominé la conversation comme d'habitude. Il a passé 20 minutes à expliquer son dernier plan pour gagner de l'argent. Retourner des maisons, apparemment. Regarder plusieurs émissions de rénovation sur HGTV et YouTube l'avaient transformé en expert en investissement immobilier du jour au lendemain. La clé, c'est de trouver des propriétés sous-évaluées dans des quartiers prometteurs, a-t-il dit, gesticulant avec sa fourchette pour insister. Il utilisait des phrases qu'il avait clairement mémorisées d'un podcast sans vraiment comprendre ce qu'elles signifiaient. Vous achetez à bas prix, faites quelques mises à jour cosmétiques, puis vendez cher quand le marché s'apprécie. C'est essentiellement de l'argent gratuit si vous savez ce que vous faites. Tyler n'avait aucune compétence en construction, aucun permis d'agent immobilier, aucun capital et aucun antécédent de réussite dans aucun projet. Mais bien sûr, l'achat-revente de maisons était définitivement sa vocation. Kayla intervint avec un enthousiasme haletant, nous avons regardé des propriétés en ligne. Il y a ce charmant petit bungalow qui n'a besoin que d'un peu de peinture et de nouveaux comptoirs. Il pourrait valoir 300 000 $ après les rénovations. La propriété en question était probablement listée à 250 000 $, nécessitait une rénovation complète et il n'avait absolument pas un sou pour un acompte, mais les détails mes parents acquiesçaient avec enthousiasme. Comme si Tyler présentait un plan d'affaires légitime au lieu d'une chimère basée sur la télé-réalité. Je poussais mes pattes sur mon assiette, disais, c'est intéressant, à intervalles appropriés, et comptais les minutes jusqu'à pouvoir partir. C'est là que maman s'est éclaircie la gorge délibérément. Ce petit faux tout sautement qu'elle fait quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait être controversée. Alors, commença-t-elle, jetant un coup d'œil à papa pour le soutien. Nous avons eu des discussions en famille sur la situation de Tyler et Kayla. Nous y voilà. Je me suis préparé à une autre demande de prêt. Dans ma tête, je calculais déjà mon solde d'épargne actuel et combien je pouvais épargner sans puiser dans mon fonds d'urgence ou mes économies pour la compte d'une éventuelle future propriété. Ils ont vraiment eu du mal depuis que leur loyer a augmenté, continua maman, sa voix prenant ce ton sirupeux et compréhensif. Et avec un bébé en route, attendez, quoi? J'ai interrompu, complètement prise au dépourvu. Un bébé? Kayla était enceinte. C'était une nouvelle importante que personne n'avait pris la peine de me mentionner, malgré le fait que j'avais assisté à 3 dîners de famille le mois dernier. Oh! La main de maman vola à sa bouche dans ce geste théâtral de surprise. Nous pensions que tu savais. Kayla est à 11 semaines, prévue pour fin avril. J'ai regardé Kayla, qui souriait avec cette expression suffisante et satisfaite, comme si tomber enceinte alors qu'on était au chômage, fauché et instable, était une sorte de réussite méritant des félicitations. Félicitations, ai-je réussi à dire. Mon cerveau essayait encore de digérer cette bombe. Tyler allait être père. Tyler, qui ne pouvait pas garder un emploi pendant 4 mois, ni gérer ses propres finances, allait être responsable d'un autre être humain. Bref, continua maman, visiblement désireuse de passer outre ma réaction. Nous avons trouvé la solution parfaite pour les aider. Ils vont emménager chez toi le mois prochain. Nous pensions que tu pourrais prendre la chambre d'amis là-bas, ou rester avec nous temporairement, ou peut-être trouver un petit appartement. Puisque tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace en vivant seul. Le temps s'est arrêté. Mon estomac s'est serré comme si je tombais en chute libre d'un immeuble. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un éclate de rire et admette que c'était une blague élaborée. Peut-être une farce à caméra cachée. Sûrement, ce n'était pas vraiment en train d'arriver. Personne n'a ri. Ma maison, ai-je finalement réussi à dire, ma voix bizarre et étranglée. Cela a juste un sens parfait, a immédiatement rétorqué papa, utilisant sa voix de résolveur de problèmes raisonnables. Comme si c'était des maths simples plutôt que complètement insensés. Tu as 3 chambres et tu y vis seul. C'est beaucoup de maisons pour une personne. Tyler et Kayla ont besoin d'espace pour le bébé. Et cette chambre à l'avant avec la grande fenêtre serait parfaite pour une chambre de bébé. Ma chambre à l'avant avec ma grande baille vitrée dans ma maison. La maison que j'avais achetée moi-même, la seule chose que j'ai jamais possédée et qui était vraiment mienne. On pourrait la peindre en jaune pâle, a ajouté Kayla,
levant les yeux de son téléphone. Enfin. Neutre pour le moment, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'on va avoir. Et il faudra tout sécuriser pour bébé, évidemment. Peut-être mettre une de ces jolies barrières pour bébé dans les escaliers. Elle parlait de modifications à ma maison comme si c'était déjà réglé, comme s'ils avaient déjà mesuré les pièces et choisi les meubles. Comme si mon opinion n'était qu'une formalité qu'ils prenaient la peine de traverser. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter de l'entretien d'un si grand espace toute seule, a dit maman, me tapotant la main comme si elle me rendait un immense service. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. La famille prend soin de la famille. Ils ne me demandaient pas. Ils m'informaient. Ce n'était pas une discussion ou une demande d'aide. C'était une annonce qu'ils avaient déjà pris des décisions concernant ma vie et ma propriété sans m'inclure dans la conversation. J'ai regardé autour de la table. Papa acquiesçait de manière encourageante. Maman avait l'air satisfaite d'avoir résolu les problèmes de tout le monde. Tyler avait un petit sourire en coin, comme s'il avait gagné quelque chose. Kayla était de nouveau sur son téléphone, probablement en train de parcourir des meubles de bébé. Quelque chose en moi a craqué. Pas une explosion dramatique, plutôt comme la glace qui se brise sur un lac gelé. Un changement si fondamental que je pouvais le sentir dans mes os. Pendant 29 ans, j'avais été la personne fiable, l'aidante, la solutionneuse de problèmes, celle qui se sacrifiait pour Tyler. J'avais ravalé ma déception chaque fois qu'il le choisissait. J'avais souri lors des célébrations de sa médiocrité pendant que mes réalisations étaient ignorées. J'avais prêté de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre parce que, la famille s'entraide. Et voici ma récompense. Il voulait ma maison, la seule chose que j'avais construite complètement seule, grâce à mon propre travail et à mes propres sacrifices. Et il s'attendait à ce que je la leur cède sans protester, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Je me suis forcé à sourire. Vous savez quoi? Ça semble raisonnable. La table s'est instantanément détendue, comme s'ils avaient retenu leur souffle. Les épaules de maman se sont relâchées. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. Tyler et Kayla ont échangé des regards satisfaits. Nous pensions qu'ils pourraient emménager au début du mois prochain, a dit Tyler avec désinvolture. Comme si nous discutions d'emprunter un livre au lieu de prendre possession de toute ma maison. Ça te laisse environ 3 semaines pour emballer tes affaires et trouver ta situation de logement. 3 semaines. Il m'avait donné 3 semaines pour bouleverser complètement ma vie et céder ma maison. Ça marche, ai-je répondu, prenant une gorgée d'eau parce que mes mains tremblaient et que j'avais besoin de faire quelque chose avec elles. Je commencerai à faire mes cartons ce week-end. Tout organisé. Parfait. Maman rayonnait. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si mature et pratique. Tout le monde ne serait pas aussi généreux. Généreuse? Comme si je m'étais porté volontaire au lieu d'être forcé. Le reste du dîner est passé dans un flou. J'ai souri quand il le fallait, hoché la tête aux moments appropriés, fait des sons génériques et encourageants pendant que Kayla parlait de prénoms de bébé et que Tyler expliquait ses plans pour transformer mon garage en salle de sport. Chaque mot semblait un clou de plus dans un cercueil. Kayla m'a montré des photos sur son téléphone des meubles de crèche qu'elle avait déjà choisis, un ensemble coûteux d'une boutique qui coûtait plus cher que le paiement de ma voiture. Ça sera incroyable dans cette pièce avec toute la lumière naturelle, s'est-elle extasiée. J'ai hâte de commencer à décorer. Ma chambre, ma lumière, ma maison. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper vers ma voiture vers 21h, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Je suis resté assise là, dans l'allée, pendant une bonne dizaine de minutes. Moteur coupé, regardant dans le vide. Puis la rage m'a frappé. Pas une rage bruyante et hurlante. Une fureur froide et silencieuse qui a rempli ma poitrine et rendu la respiration difficile. J'ai fait 3 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter parce que ma vision était floue à cause des larmes. Je me suis assise sur un parking de centre commercial aléatoire et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Des larmes de colère, des larmes de douleur, des années de frustration accumulées et de déception déversées d'un coup. Puis j'ai essuyé mon visage, j'ai pris plusieurs grandes respirations et j'ai pris une décision. S'ils voulaient tellement ma maison, ils pouvaient l'avoir, mais pas de la manière qu'ils attendaient. 2 mois plus tôt, ma patronne m'avait convoqué dans son bureau pour ce que j'avais supposé être un point de contrôle de routine. Au lieu de cela,
Elle m'avait fait une offre, un poste d'analyste principal en conformité à notre bureau de Chicago. Une augmentation de salaire de 35%, un rôle de leadership, une avancée de carrière significative. Le hic ? Je devrais déménager. Laisser derrière moi ma maison, ma ville, ma proximité avec ma famille. À l'époque, j'avais été déchiré. L'opportunité était incroyable, mais partir me semblait abandonner tout le monde. Maman avait fait des commentaires sur la façon dont les familles restent proches et comment les vraies carrières n'exigent pas de déménager à travers le pays. Papa avait remis en question si l'augmentation de salaire valait le coût de la vie plus élevé à Chicago. Tyler avait en fait ri et dit que je ne survivrais jamais dans une grande ville. Alors, j'avais refusé, dit à ma patronne que j'appréciais l'offre, mais que je n'étais pas prête à déménager. Elle avait été déçue, mais compréhensive. Si vous changez d'avis dans les prochains mois, le poste est à vous. Nous voulons que vous soyez à Chicago, Brianna. Vous êtes exactement ce dont cette équipe a besoin. Maintenant, Chicago semblait parfait. Pas seulement parfait, nécessaire. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je ne suis même pas entré immédiatement. Je suis resté assise dans ma voiture, dans mon propre garage, à regarder ma maison. Le petit ranch pour lequel j'avais travaillé si dur. L'endroit où j'avais enfin eu l'impression de construire quelque chose de réel et de permanent. Il voulait me l'enlever comme si cela ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. À l'intérieur, je me suis versé du jus et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai trouvé l'email de ma patronne d'il y a 2 mois et j'ai cliqué sur « Répondre ». Salut Jennifer, j'ai réfléchi au poste de Chicago et j'aimerais l'accepter si l'offre est toujours disponible. Quand auriez-vous besoin de moi pour commencer ? Sa réponse est arrivée en moins de 20 minutes, même s'il était presque 22 heures. L'offre est absolument toujours sur la table. Quand pouvez-vous être là ? Nous serions ravis de vous avoir avant le 1er novembre si possible. Le 1er novembre. Dans 3 semaines. Exactement le délai que Tyler m'avait si généreusement accordé pour faire mes valises et changer de vie. Le 1er novembre me convient parfaitement. Je devrais régler certaines choses de mon côté, mais je peux respecter ce délai. Merci pour cette opportunité. Nous avons échangé des emails pendant 30 minutes, réglant les détails. Salaire, remboursement des frais de déménagement, date de début, recommandation d'appartement. À 23 heures, j'avais une lettre d'offre signée et un plan. Le lendemain matin, j'ai appelé 3 agents immobiliers avant d'en trouver un qui se spécialisait dans les ventes rapides. J'ai expliqué ma situation enfin, la version édulcorée où je déménageais pour le travail et avais besoin de vendre rapidement. Elle est venue l'après-midi même, a visité la maison et m'a donné une évaluation réaliste. Si vous la mettez à un prix compétitif, nous pouvons la vendre rapidement, a-t-elle dit, affichant des ventes comparables sur sa tablette. Je suggérerais de la lister environ $10 000 en dessous de la valeur marchande. Dans ce quartier, avec ses caractéristiques, vous devriez avoir plusieurs offres en une semaine. Nous l'avons mise en vente l'après-midi même. Les photos ont été prises le lendemain. Le lundi, ma maison était sur le marché avec un prix qui attirerait les acheteurs sérieux. J'ai même inclus certains de mes meubles dans la vente pour accélérer le processus. Le canapé que Tyler avait repéré, la salle à manger que Kayla avait dit adorer où il n'en aurait rien. Pendant 3 semaines, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai répondu aux SMS de maman concernant la préparation de la maison avec des affirmations vagues, oui. Je m'en occupe, je range, je m'organise, sans jamais mentir, mais sans jamais dire toute la vérité non plus. Quand Tyler m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais laisser ma télévision accrochée au mur du salon, car il n'en avait pas une aussi belle, j'ai répondu « on verra ce qui s'arrange ». Quand Kayla a appelé pour des couleurs de peinture pour la chambre d'enfant, chaque jour, je coupais systématiquement un lien de plus avec cet endroit et ces gens. J'ai engagé des déménageurs pour 3 semaines plus tard. J'ai commencé à faire les cartons pièce par pièce, étiquetant tout méthodiquement. J'ai vendu les meubles qui ne rentreraient pas dans mon nouvel appartement. Presque fini de faire les cartons, leur disais-je, ce qui était vrai. J'ai trouvé une bonne situation. C'était également vrai. Mon nouvel appartement à Chicago était super. Ne vous inquiétez pas pour l'aide. Je m'en occupe. C'était la chose la plus vraie que je leur avais dite depuis des années. Tyler m'a envoyé un long message 3 jours avant leur déménagement prévu. Il y avait visiblement réfléchi, ce qui était rare pour lui.
Je voulais juste te dire merci d'être si cool avec tout ça. Je sais que c'est un grand changement pour toi, mais ça va vraiment nous aider à nous remettre sur pied. Avoir un endroit stable pour élever le bébé, c'est tout. Tu es la meilleure sœur qui soit. J'ai regardé ce message pendant longtemps. L'audace était presque impressionnante. Ils avaient pris ma maison et ils me remerciaient comme si je l'avais offerte, comme si c'était un cadeau généreux au lieu d'un vol pur et simple. Je n'ai pas répondu. La dernière semaine fut surréaliste. Je me réveillais dans ma maison presque vide, des cartons empilés partout, et je me sentais complètement détaché de la situation, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer au lieu de vivre la mienne. Mercredi, 2 jours avant la clôture, Kayla m'a envoyé un SMS pour me demander si je serais là samedi pour les aider à emménager. Nous avons loué un camion, mais nous aurions besoin d'un coup de main supplémentaire. En plus, nous voulons t'inviter à dîner après, en guise de remerciement. Dîner ? Il voulait m'inviter à dîner après avoir volé ma maison. Avec mon propre argent des prêts précédents, probablement. Désolé, pas disponible samedi, ai-je répondu par SMS. Bonne chance pour le déménagement, par contre. Jeudi soir, ma dernière nuit dans la maison, j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans le salon vide. Toutes mes affaires étaient soit emballées pour les déménageurs, soit déjà dans ma voiture, qui était remplie jusqu'au plafond d'essentiels dont j'aurais immédiatement besoin à Chicago. Je suis resté allongé à regarder le plafond que j'avais peint moi-même 2 ans plus tôt, écoutant les bruits familiers de ma maison qui s'installent. Pendant un instant, je me suis senti coupable. Était-ce trop extrême, trop cruel? Puis je me suis souvenu du regard suffisant de Tyler au dîner. Je me suis souvenu de Kayla planifiant des rénovations dans ma maison sans demander. Je me suis souvenu de 29 ans passés à être le second choix, le plan B, la personne fiable qui n'avait pas d'importance. La culpabilité s'est évaporée. Vendredi matin, les déménageurs sont arrivés à 6 heures pile. Une équipe professionnelle et efficace qui a tout chargé en moins de 4 heures. À 10h30, toute ma vie était dans un camion en direction de l'Illinois. J'ai rencontré l'agent immobilier à la société de titres pour la clôture à midi, j'ai signé environ 4000 documents, j'ai vu l'argent arriver sur mon compte, j'ai remis les clés au nouveau propriétaire, un jeune couple qui était sincèrement excité par leur première maison. Les voisins sont vraiment sympas, a dit la femme pendant que nous discutions pendant que les papiers étaient traités. Nous avons rencontré le couple d'à côté hier. Ils ont mentionné que quelqu'un nommé Tyler emménageait. Je leur ai dit que nous avions acheté la maison. Intéressant, ai-je dit, en gardant une expression neutre. Je me demande qui est Tyler. Les nouveaux propriétaires ont pris possession immédiatement. Ils ont prévu leur propre déménageur pour demain matin, exactement au même moment où Tyler arriverait avec son camion de location, s'attendant à prendre le contrôle de ma vie. À 14h, j'étais sur la route de Chicago. Réservoir plein d'essence, coffre plein d'essentiels, téléphone entièrement chargé. Mes déménageurs arriveraient à mon nouvel appartement le lendemain. Tout ce que je possédais était en transit vers une nouvelle vie. Vers 15h30, à peu près au moment où Tyler et Kayla prévoyaient de commencer à charger leur camion, mon téléphone a commencé à vibrer. J'étais quelque part sur l'I-80, les fenêtres baissées, la musique à fond, me sentant plus libre que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai même pas regardé le téléphone, j'ai juste continué à conduire. Quand j'ai finalement atteint mon nouveau complexe d'appartements à Chicago vers 19h, j'avais 63 appels manqués et 147 messages textes. J'ai pris mon sac de nuit, j'ai ignoré mon téléphone qui vibrait, et je suis allé dans mon nouvel appartement vide. J'ai commandé des plats à emporter dans un restaurant thaïlandais du coin. Je me suis assise par terre dans mon salon non meublé, mangeant du pad thaï directement dans le récipient. Mon téléphone continuait de vibrer comme une guêpe en colère piégée dans mon sac à main. Vers 20h, j'ai enfin regardé. Les messages vocaux de maman sont passés de la confusion à la colère, puis à la panique, et enfin à la dévastation. Brianna, où es-tu? Tyler est à la maison et il y a des étrangers qui disent qu'ils la possèdent. Rappelle-nous. Ce n'est plus drôle. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens ont un acte de propriété. Comment as-tu pu faire ça à ton frère, à ta famille? Où vont-ils vivre? S'il te plaît, ma chérie, rappelle-nous. Nous pouvons régler ça. Dis-nous juste ce qui se passe. Les messages de papa étaient plus courts, mais plus agressifs. Explique-toi immédiatement.
C'est un comportement inacceptable. Appelle-moi maintenant. Tu as fait une énorme erreur. Cela aura des conséquences. Tyler a envoyé environ 40 messages, allant de la confusion à la fureur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens chez toi qui disent l'avoir acheté. Tu as vraiment vendu la maison? Où sommes-nous censés aller? Kayla pleure. Elle est enceinte. Tu es en train de détruire ma famille. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je pensais que nous étions une famille. Va te faire voir. Tu as toujours été jalouse. C'est bas même pour toi. Et Kayla a contribué ses propres messages dramatiques. Nous sommes sans abri à cause de toi. Tu enlèves à ta nièce la chance d'avoir une vie stable. Je ne te pardonnerai jamais ça. La famille élargie a commencé à intervenir aussi. Clairement, mes parents avaient activé l'arbre téléphonique familial pour exercer une pression maximale. Ma cousine Lindsay, vraiment mature, Brianna, t'enfuir comme une enfant au lieu d'aider la famille. Ma tante Beverly, ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. Mon oncle riche, c'est une façon de traiter ton frère quand il a le plus besoin de toi. J'ai fait défiler chaque message vocal, chaque notification. Je les ai tous lus en mangeant thaïlandaise par terre dans mon appartement vide. Puis j'ai tapé une seule réponse au chat de groupe familial, j'ai accepté une promotion à Chicago et j'ai dû vendre ma maison. Clôture hier. Bonne chance pour tout. Puis, je les ai tous bloqués. Maman, papa, Tyler, Kayla, chaque cousin, tante et oncle qui avaient envoyé des messages de jugement. Je les ai bloqués sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, partout. Chaque contact que je coupais était comme un poids que je portais depuis des décennies et que je relâchais. Mon agent immobilier m'a envoyé un message juste avant que j'éteigne mon téléphone. J'ai entendu dire que ta famille s'était présentée à la maison aujourd'hui. Mon client a dit que c'était assez dramatique. J'espère que tout va bien. Félicitations encore pour la vente. J'ai répondu, tout est parfait. Merci pour toute votre aide. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux, j'ai pris une longue douche chaude dans ma nouvelle salle de bain et j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans ma chambre vide. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois. Mise à jour. 6 mois plus tard. D'accord, Reddit. Assez de gens ont demandé une mise à jour, alors j'ai pensé en publier une. Cela fait 6 mois que j'ai ghosté ma famille et que j'ai recommencé à zéro à Chicago. La meilleure décision que j'ai jamais prise, sans conteste. Mon nouveau travail est incroyable. L'équipe valorise vraiment mon avis et me donne du crédit pour mon travail. J'ai déjà obtenu une autre augmentation et j'ai été promu analyste principal pour toute notre division de conformité. Mon patron m'a nominé pour un programme de développement du leadership d'entreprise qui commence le mois prochain. J'ai aussi de vrais amis ici. Des gens qui ne savent rien de mon passé et qui me voient juste comme Brianna, pas comme la sœur de Tyler, ni la fiable, ni le plan de secours. Nous explorons la ville, essayons de nouveaux restaurants, faisons des escapades le week-end à Milwaukee ou Indianapolis. Des choses normales que je n'avais jamais eu le temps de faire avant parce que j'étais toujours en train de gérer la crise de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une conférence de travail. C'est un analyste de risque financier de Minneapolis. Incroyablement intelligent et il me traite comme une vraie priorité au lieu d'une obligation. Nous faisons une relation à distance depuis 3 mois et ça se passe bien. Quant à ma famille, j'ai tout appris par Rachel, mon ancienne collègue qui vit toujours dans ma ville natale et adore le drame. Tyler et Kayla ont emménagé dans le sous-sol de mes parents. Le plan était soi-disant temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. 6 mois plus tard, ils sont toujours là. 3 adultes, un bébé et le mariage de mes parents, tous entassés dans une maison de 12 200 pieds carrés, déjà trop petite pour 2 personnes. Le désastre de la crypto-monnaie s'est encore aggravé après mon départ. Il s'est avéré que Tyler avait investi bien plus que les $10 000 initiaux. Il avait maxé ses cartes de crédit, y compris 2 qu'il avait frauduleusement ouvertes au nom de mes parents, emprunté auprès de plusieurs sociétés de prêts sur salaire, et convaincu mes parents de vider toutes leurs économies de retraite dans son investissement sûr. Quand tout a craché, il s'est retrouvé avec environ $600 en jetons numériques sans valeur et environ $70 000 de dettes de diverses sources. Mes parents ont dû contracter un deuxième prêt hypothécaire juste pour couvrir les dettes les plus urgentes et éviter des accusations criminelles pour la fraude à la carte de crédit.
Ils travaillent tous les deux encore à 60 ans passés, car la retraite n'est plus financièrement possible. La maison où j'ai grandi, ils sont en train de la perdre. En retard sur les paiements hypothécaires, les procédures de saisie ont commencé le mois dernier. Rachel dit que ma mère a vieilli de 10 ans en 6 mois. La tension artérielle de papa est montée en flèche. Ils envisagent de déménager dans un petit appartement une fois la saisie finalisée. Tyler travaille maintenant dans le commerce de détail dans un grand magasin. Son premier emploi stable depuis des années, probablement parce qu'il n'a littéralement pas d'autres options. Il gagne environ 11 $ de l'heure à plier des vêtements et à réapprovisionner les rayons. Kayla a trouvé un emploi dans un café, mais elle s'est absentée trop souvent pour maladie, alors elle a été virée après 3 semaines. Elle est au chômage depuis, blâmant sa grossesse, puis le nouveau bébé, pour son incapacité à travailler. Le bébé, une fille, est né en avril. Ils l'ont appelée Brianna. Selon Rachel, Kayla a choisi ce nom comme une sorte d'offrande de paix. Comme si nommer sa fille d'après moi allait magiquement réparer tout ce qu'ils avaient détruit. J'ai appris le nom par l'un de ces réseaux de commérages familiaux. Ma première réaction a été la colère. Comment osaient-ils utiliser mon nom après ce qu'ils avaient fait? Mais ensuite, j'ai eu de la peine pour cette petite fille. Née dans le chaos sans faute de sa part. Alors j'ai fait quelque chose dont je n'ai parlé à personne. J'ai créé un fonds fiduciaire anonyme pour ma nièce. J'ai engagé un avocat financier. J'ai tout mis en place par l'intermédiaire d'entités écrans pour que cela ne puisse pas être retracé jusqu'à moi. Le fonds arrivera à échéance quand elle aura 18 ans. Assez pour couvrir 4 années de frais de scolarité universitaire, plus une petite marge pour les frais de subsistance. Tyler et Kayla ne sauront pas qu'il existe tant qu'elle ne sera pas légalement adulte et ils ne pourront pas y toucher. La documentation est en béton. Ma nièce aura une réelle chance de construire sa propre vie au lieu d'être entraînée par les terribles décisions de ses parents. Parce que voici le truc, briser les cycles ne signifie pas punir des innocents. Ce bébé n'a pas choisi ce désordre. Elle mérite mieux que ce que j'ai eu. Mes parents ont essayé de me contacter par le biais d'amis de la famille. Ma tante Beverly a appelé Rachel pour lui demander mes coordonnées. D'anciens amis de la famille m'ont envoyé des messages sur LinkedIn. Même quelqu'un de mon ancienne église m'a envoyé un email au sujet de la réconciliation familiale. J'ai tout ignoré. Puis, le mois dernier, quelque chose a changé. J'ai reçu une lettre, réexpédiée de mon ancienne boîte postale. L'adresse de l'expéditeur était celle du centre de vie assisté de papy. Mon estomac s'est noué en la voyant, car j'avais évité de penser à lui. Il avait toujours été pris entre deux feux dans la politique familiale, et j'avais supposé qu'il s'était rangé de leur côté après mon départ. La lettre était de son écriture tremblante. Brianna, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta maison et ton déménagement. Ta mère a sa version des faits, mais je sais comment tes parents fonctionnent. Je les ai vus favoriser Tyler toute ta vie et ce n'était pas juste. Je suis désolé de ne pas avoir davantage parlé. Je les ai laissés me convaincre qu'il avait besoin de plus de soutien dans mon testament parce que tu t'en sortirais toujours seul. Mais je vois maintenant que tu vas bien parce que tu n'as jamais eu le luxe d'être impuissante. J'ai tout changé. Tu auras ce qui est juste. Je suis fier de toi d'avoir enfin tenu tête. Avec amour, papy. J'ai pleuré en lisant cette lettre. C'était la première fois que je pleurais à cause de toute cette situation depuis que je conduisais à Chicago. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude. Quelqu'un a enfin vu ce qui s'était réellement passé. Quelqu'un a enfin reconnu que j'avais été traité injustement toute ma vie et que ce n'était pas normal. Papy est décédé il y a 2 mois. Insuffisance cardiaque dans son sommeil. Il avait 92 ans. Je suis rentré pour les funérailles, j'ai séjourné à l'hôtel, j'ai évité ma famille tout le temps, je me suis assise au dernier rang pendant le service, je me suis éclipsé avant que quiconque ne puisse me coincer et je suis retourné à Chicago le même jour. La lecture du testament a eu lieu la semaine dernière. Papy a tenu parole. Il a laissé à Tyler exactement $1 et une note qui disait « Tu as tout eu de ton vivant. Il est temps de gagner ta vie. » Il n'a rien laissé à mes parents. Tout le reste, sa maison, ses économies, ses investissements, tous mes revenus après impôts et frais de succession, soit environ $380 000. Mes parents ont immédiatement tenté de le contester. Ils ont affirmé que papy n'était pas mentalement compétent lorsqu'il a apporté les modifications.
Leur avocat a jeté un coup d'œil à la documentation médicale détaillée, prouvant que Papy avait été aussi lucide que jamais, et leur a dit qu'il n'avait aucune chance. Tyler a eu une crise de nerfs complète lors de la lecture, a commencé à crier que j'avais empoisonné Papy contre lui, que tout était de ma faute, que j'avais détruit la famille. L'avocat a fait escorter la sécurité pour le faire sortir. Selon la dernière mise à jour de Rachel, Kayla a finalement quitté Tyler il y a 3 semaines. Elle a pris le bébé Brianna et a emménagé chez ses parents à 2 États de distance. Elle a demandé le divorce, invoquant l'irresponsabilité financière et la négligence émotionnelle. Tyler vit maintenant avec mes parents dans le petit appartement qu'ils finiront par louer après la saisie immobilière. 3 adultes fauchés partageant des logements exigus tout en faisant semblant que tout va bien. Pendant ce temps, je prospère. J'ai utilisé une partie de l'héritage de Papy pour acheter un condo dans un joli quartier de Chicago. Payé en espèces, sans hypothèque. Le reste est investi, assurant mon véritable avenir. J'ai passé une soirée avec mon nouveau groupe d'amis la semaine dernière. Quelqu'un a posé des questions sur ma famille et j'ai réalisé que j'avais passé 3 jours entiers sans y penser une seule fois. Ils deviennent de moins en moins pertinents dans ma vie chaque jour qui passe. Mes parents ont envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'un ami commun, demandant si nous pouvions parler, s'il y avait une quelconque possibilité de réconciliation. J'ai renvoyé une phrase. Il n'y a rien à réconcilier. Je ne reviendrai pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous proposer plus et de meilleures histoires.